Et quand les jeunes vont réussir, les anciens disent ah oui, à un moment cette jeunesse avait raison, nous on avait quand même mal fait. Alors, Aziz Dominique de Marseille, dans le deuxième chapitre de votre ouvrage, vous décriez justement la gestion opaque de la chose publique par un groupuscule composé de 4 membres avec à la clé Biritier, un président ancien héros de guerre qui s'est réduit en un tyran affaibli, vivant au crochet de sa famille, dont le fils Moinobi, je crois que c'est Oteke, ce qui veut dire tout simplement un enfant qui n'est pas un mauvais enfant. Donc, Moinobi domine la scène politique de façon brutale et donc Koumi, sa femme, manipule habilement le pouvoir. Alors, que reprochez-vous concrètement à cette manière de gérer la cité? Quel message voulez-vous passer par là? Oui, Matorel, on dit, il est vu dans les trois destins de Congrès, que le pouvoir, il faut faire monter à la tête comme la mayonnaise. Attention, le premier verre, vous le prenez, vous êtes sain. Le deuxième verre, ça commence à vous monter la tête. Le quatrième verre, et voilà. Le pouvoir peut saouler comme sous la boisson. Attention, faites attention que vous gérez le pouvoir. Il y a des gens qui gèrent le pouvoir, du haut de leurs égos, c'est fini, ils oublient. Ils pensent que c'est devenu un bien familial. Madame intervient, les enfants interviennent, et c'est toute la cour qui intervient, le clan familial intervient. Et on gère les problèmes de la République comme si on gérait les problèmes de la famille. Donc, la revue devient une forme d'épicerie familiale. Où n'importe qui fait n'importe quoi, comme je disais dans le roman, les membres de la famille se comportent comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Et ça, dans certains pays, c'est extraordinaire. Où le père est mort, par exemple, le fils a pris le pouvoir, le fils souffre, il a dû tomber malade, et quand il est tombé malade, en tout cas, c'est l'épouse et l'enfant qui deviennent vraiment les véritables tenants de pouvoir. Ils saccagent l'enfant. Et quand vous avez suivi par exemple le procès qui a eu lieu au Gabon, quand vous suivez ce procès, vous lisez ce livre, vous dites c'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce que l'époux du chef de l'État et son fils ont chiffonné l'argent, les fonds publics gabonais? Quand vous suivez ce procès, ça vous énerve. Vous dites mais est-ce que nous sommes en Afrique? On donne des cadeaux de milliards aux gens. Tu as bien travaillé pour 1 milliard, tu as bien travaillé pour 4 milliards. On achète, on signe des papiers. Honneur à la place du président et qui, n'étant plus conscient, ne vont plus gérer que le fils est autoproclamé le constitutionnel et sa mère. C'est le procès au Gabon qui, quand vous le suivez, vous suivez ce livre, vous dites d'écouter, c'est copier-coller. Mais ces faits-là ne sont pas innocents, ne sont pas indifférents face à un journaliste, face à un écrivain. Et surtout moi, si vous voulez regarder l'humanité et regarder le monde avec les yeux de l'humanité, j'ai suivi le procès au Gabon de bout en bout. J'ai été fortement marqué et même fâché parce que je me dis, mais diable, que deviendra cette Afrique si chaque État est dirigé comme ça? Voyez-vous un exemple? C'est un exemple qui inspire. Alors quand vous avez ça, ça ne peut pas passer sous silence. Vous mettez la plume pour dénoncer dans une république fictive. Voilà comment on gère le pouvoir. Voilà comment une femme et son enfant face au père qui n'a plus les capacités, voilà comment ils ont bien mis en otage. Voilà comment ils ont saccagé la République. Et là, ce n'est pas un fait fictif, c'est le procès au Gabon qui le prouve. Et vous êtes éperdué, phagocyté, omnibulé par ce genre d'action. Alors, qui suis au Congo, je regarde ça, je dis, je crois pas plus. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas des faits. Si ces faits-là touchent aujourd'hui des gens, c'est que certains citoyens peuvent identifier la gestion de leur État à travers ce roman. Alors, Aziz Dominique de Marseille, plus loin, dans le même chapitre, vous décriez l'impétuosité dont fait montre Moinobi, le fils héritier qui use de la terreur pour dominer ses proches, alors que Nkiri, sa sœur, joue la médiatrice stratégique pour maintenir un semblant d'équilibre familial. Alors, Aziz Dominique de Marseille, vous êtes carrément dans les secrets de cette famille, dans l'intimité de cette famille présidentielle, imaginaire, au point d'en connaître les coins et les recoins. C'est la capacité du journaliste, l'inspiration. Je ne suis pas carent d'inspiration. Il faut avoir une inspiration fertile, il faut avoir une imagination fertile. Tu décris les faits, tu les mets en scène. Peut-être que je peux avoir quelques
chez nous. Il est au Congo, mais là le gars, on sait qu'il connaît bien le milieu, c'est sûr qu'il a des relations dans le milieu. Et ce qui se dit là, tu peux trouver ça étrange, avec évidemment ta question, elle est très intéressante. Comprendre que la sœur joue les médiateurs dits tempérés, l'enfant et la mère sont absolument des plates en guerre de la gestion des biens et de la circulation de la presse. Personne ne s'oppose à eux. Quand tu t'opposes à ce trio-là, tu trouves l'enfer ou le cimetière. Voyez-vous, la prison ou le cimetière. Savoir ça, il faut bien lorgner le milieu. Et là, je ne peux pas m'avancer plus. Ça peut faire partie des non-dits, mais qui sont mes sources à moi, qui font partie de ma réflexion, entre guillemets très subtile et riche. Alors, dans le deuxième chapitre de votre ouvrage, vous mettez en exergue la soumission des ministres du gouvernement de ce pays imaginaire à la dynastie et vous révélez la passivité des 60 millions d'habitants que compte ce pays. En même temps, vous évoquez l'éveil progressif des consciences de la jeunesse de ce pays imaginaire avec à la clé des appels à la liberté, à la justice, à la dignité, désireuse de changer de paradigme et résolument engagée à se projeter vers un nouveau destin du pays. Alors, quels en sont finalement les principaux enseignements à tirer? L'enseignement à tirer, regardez un peu. Ce que ça fait un écrivain, un journaliste, de regarder deux personnes, la mère et l'enfant, martyriser tout un gouvernement. Le conseil des ministres, dans le livre, avant d'aller au conseil des ministres, le président et son fils tiennent un conseil des ministres familial. Et la mère et le fils décident sur tout le pays. Quand il arrive au conseil des ministres, tout est déjà validé. Les ministres ont eu de parole. On distribue à chacun d'eux les tâches accomplies qui sont déjà choisies à la maison par madame et par l'enfant. Et ça, c'est triste. C'est triste. Et au-delà, le père même lui-même, qui a un peu la carrure, n'a plus la carrure parce qu'il ne contrôle plus rien. Ça peut être par son ignorance ou par son état de santé, je ne m'aventure pas plus. Maintenant, tout ceci se fait face à une jeunesse qui a des aspirations, parce qu'elle constate que son avenir est complètement chiffonné. Elle prend conscience. Et là, je mets en exergue la jeunesse. C'est à elle. Vous savez, les chefs d'État dirigent, mais ils savent que quelle que soit la nuit des temps, ils vont toujours passer le témoin. Et moi, l'écrivain, je passe le témoin pour préparer cette jeunesse. C'est bien pour critiquer les vieux. Regardez Tabaï qui est un État qui est en train de sombrer. Regardez Pilitier, Mfouni, Manobi et Nkeri qui sont en train de chiffonner cette république. Mais vous, jeunesse, prenez les choses en main. Mais pour les prendre, il faut être unis. Vous n'allez pas les prendre si vous divisez. Non, c'était petit en temps. Tu as dit non, je suis du Sud. Tu es Mboshi, je suis Nari. Tu es Boris. Si vous faites comme ça, vous ne pourrez jamais gérer la république. Je prends l'exemple, ça se fait également ailleurs. Au Cameroun, tu es anglophone, tu es fort, tu es au Cameroun, tu es. Ça se vit dans tous les pays africains. Ça ne sert pas la république. Pour réussir à développer un pays qui a des problèmes comme Tabaï, il faut l'unité de tous les fils du pays. Qu'importe d'où ils sortent. Il faut bannir les 4 points cardinaux. Le pays est indivisible avec sa jeunesse qui prend conscience parce que demain c'est elle. Si elle n'est pas capable de jouer l'unité nationale, elle va diviser et c'est en divisant que les ethnies qui se sentent marginalisées sont obligées de prendre les armes. C'est la marginalisation, c'est le fait de ne pas jouer dans les grands ensembles qui crée des crises. Et moi qui suis éducateur dans mes romans, j'appelle la jeunesse d'abord, 1, à l'unité. Rien ne peut marcher si on n'est pas uni. 2, il faut être conscient que nous sommes aujourd'hui les deux. Enfin, nous sommes aujourd'hui, je peux dire, les porte-voix de la République de demain. C'est nous le point sur lequel on va partir de la monarchie, non, on va partir de la mauvaise gestion à la bonne gestion. On va ouvrir les bras de la nouvelle République. C'est les jeunes, ce n'est pas les vieux. Et c'est les jeunes qui sont conscients. Pourquoi j'interpelle leur conscience? Pourquoi j'en appelle à leur unité? Alors, Aziz Dominique de Marseille. Il dit que le fait qu'ils se bannissent entre eux. Alors, Aziz Dominique de Marseille, venons-en au 3e chapitre de votre ouvrage. Dans le 3e chapitre de votre ouvrage, Mouanobi, le fils du président, s'érige en tyran.
Pour consolider son pouvoir, il procède par la violence, la diffamation. De même, il ordonne des arrestations arbitraires des manifestants et manipule les médias pour maintenir son image. Une oppression qui rencontre finalement l'émergence d'une opposition clandestine venant des groupes secrets et des réseaux sociaux à travers des témoignages insufflant l'espoir d'un changement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de substantiel des pratiques de Mouanobi, le fils du président Aziz Dominique de Marseille? Le rôle que j'ai assigné à ce personnage, c'est le rôle buesque de quelqu'un qui vraiment, dans sa jeunesse, il associe sa jeunesse à l'insouciance et au pouvoir qu'il gère. Il ne se dit pas que je suis jeune, mon père est vieux, il a le pouvoir, il est fatigué, je succède, je dois faire preuve de conscience consciente qui devrait conscientiser les consciences inconscientes. Mais l'enfant, non, dans un état complètement, dans un esprit complètement délabré, peut le contraire, alors qu'il est jeune. Quel est ce jeune qui n'a pas une vision à long terme? Il ne voit que l'immédiateté, ce qu'ils sont en train de gérer avec son père et sa famille. Non, le jeune voit plus loin parce qu'il a encore l'âge, il a sa vie devant lui et il doit briller par le bon exemple. Alors, j'ai mis ce personnage dans le mauvais exemple pour essayer un peu de créer cette tension pour que les jeunes qui sont à l'extérieur regardent l'autre jeune qui est au pouvoir, qui est en train de brimer ses amis jeunes. Et tu vois comment ce contresens-là crée la révolte. Il dit, attends, mais le père est malade ou le père est fatigué, pourquoi le fils qui est jeune comme nous peut-il se comporter comme ça? Et ce jeune-là est traitant avec ses amis jeunes. Il emprisonne les journalistes, il peut arrêter les opérateurs économiques, il règne sur le pays, c'est la terreur. Alors quand vous placez ce genre de climat, de personnage, à l'opposé, vous devez également préparer une foule qui se révolte. La révolte ne parle pas de rien, elle parle de la pression sur on appelle ça, et sur le manque de liberté. Et c'est ça, donc il y a une pression qui dénature la gestion du pouvoir, qui refuse, qui emprisonne le peuple, et le peuple, face à la pression, face à la maltraitance, le peuple est obligé de se révolter. Donc l'écrivain, quand il monte les enchères du côté du mal, il prépare la révolte également. Les deux doivent aller de pair. Voilà. Alors, Aziz Dominique de Marseille. Il a encore ce fort. Aziz Dominique de Marseille, dans le chapitre 4, vous avez intitulé l'illusion du gouvernement. Dans le chapitre 4, que vous avez intitulé l'illusion du gouvernement, vous mettez en relief la déchéance de la démocratie dans la République de Tavahi. En quoi ce gouvernement de la République de Tavahi revêt-il un caractère illusoire? Illusoire parce qu'il n'a plus sa force, c'est une coquille vide. Le chef de l'État a nommé des ministres. Et ces ministres-là n'ont qu'un portefeuille vide parce que la République est plutôt gérée par le plan familial, par l'épouse du président Bilitier, par le fils du président Bilitier et par la sœur, même si elle joue des arbitres. Voyez-vous? Donc les ministres ne sont plus rien, c'est des simples caisses de réception, c'est des boîtes aux lettres, on vient au niveau de la lettre, mais la boîte reçoit, elle ne réagit pas. Ce sont ces ministres-là qui sont des véritables boîtes aux lettres, qui n'ont plus de pouvoir parce que le tout est décidé à la maison. Quand on dit conseil des ministres, ils arrivent, on leur dit voilà ce qu'on a bien décidé, mais ils prennent une note, ils se lèvent, ils partent. La démocratie, c'est quoi? Ça, c'est une dictature en bonne et due forme. Et la monarchie, ce n'est pas la démocratie, évidemment. Voilà pourquoi ce pouvoir est tellement torsionnaire qu'il a brisé le cou à tout ce qu'on appelle liberté, justice, égalité, donc à la démocratie, qui est par excellence un pouvoir de liberté, de justice. Voyez-vous, les ministres qui ne servent à rien, c'est des caisses de résonance, les ministres, c'est des simples boîtes aux lettres et qui ne savent que recevoir et qui ne peuvent pas réagir. Alors, c'est cela que ces ministres ne valent plus rien, c'est un gouvernement bidon, qui est une coquille vide. Alors, place à présent au chapitre 5 de votre ouvrage. Dans le chapitre 5 de votre ouvrage, vous évoquez la confiscation des médias par le gouvernement de la République de Tavahi, caractérisée notamment par l'inexistence de la liberté d'expression, la censure systématique, la manipulation de l'information et la répression contre les voix dissonantes, l'arrestation des journalistes et des médias indépendants abordant des sujets sensibles ou critiques.
Alors, un commentaire là-dessus pour éclairer l'opinion. Matorel, la presse est un regard de la société. La presse est le rétroviseur, c'est le miroir de la société. Alors, quand le pouvoir rétorsionneur, il est dictatorial, il a peur de la presse pour qu'elle puisse dénoncer les dérives totalitaires du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir fait? Il doit maîtriser la presse. Il doit mettre la presse sous une coupe réglée. Il va mettre la presse sous son emprise. Donc, s'il laisse une presse libre, eh bien, il ne peut pas tenir. Parce que la presse est une arme fatale. C'est le quatrième pouvoir, comme on dit. Et c'est en cela que toute dictature ne peut pas laisser une presse libre. Non, impossible. Il faut bien que la presse soit mise au pas. Et il faut que c'est un peu des démocraties règnent sur la tête des journalistes. Il faut bien qu'il y ait la terreur. Et s'il y a la terreur, les journalistes ne peuvent pas dire le contraire du message officiel. Et c'est en cela que dans une dictature, évidemment, on ne peut pas avoir une presse libre. Voilà le fait. Et c'est en cela que je dis, on ne peut pas décrire cette dictature par la mauvaise gestion, par le manque de liberté, et avoir une presse libre, non. La presse fait partie des éléments qu'il faut prendre en ligne de compte, qu'il faut maîtriser, qu'il faut, qu'on appelle ça, mettre sous sa coupe, qu'il faut dominer, si un pouvoir dictatorial peut continuer à régner. Alors, nous poursuivons notre émission consacrée à votre ouvrage, bien évidemment, dont le titre est accrocheur. Dans le chapitre 6 de votre ouvrage, vous abordez la mauvaise gestion des ressources naturelles dont dispose la République Tavaï. Vous pointez du doigt notamment l'opacité dans la gestion de ces ressources. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle gestion? Donc, c'est une gestion tellement clanique et familiale qu'elle ne sert pas la République. Voyez-vous? Et les grands problèmes de la République, les problèmes de santé, d'éducation, les problèmes sociaux ne seront pas réglés parce que quand l'argent, les ressources du pays ne sont gérées directement que par le plan familial. Alors donc le trésor public attend les miettes qu'on va déposer là-bas après que le plan familial s'est servi copieusement, les petites miettes on peut donner, et c'est en cela que la vie des citoyens ne peut pas prospérer. On vit dans la pauvreté, pourtant le pays est riche, c'est ça. Et pourquoi? Mais parce que le clan familial a mis sous séquestre la gestion de la richesse nationale. Toute cette richesse-là est patronnée par le clan familial. Et quand vous avez ce genre de gestion, n'attendez pas un pays développé. La santé, l'éducation, tout est par terre, voyez-vous. Et on vit une misère. Le chômage règne partout. Et c'est ça quand c'est mal géré. Quand un pays est bien géré, on s'occupe de la santé des citoyens, on s'occupe de l'école, les enfants vont à l'école, ils sont boursiers, ils n'ont pas de problème. À l'hôpital, les médicaments, chacun se soigne et on dit la redistribution du revenu national est équitable. C'est ça le commentaire. Alors, enfin, dans le chapitre 7 de votre ouvrage, vous dénoncez le système judiciaire déficitaire de la République de Tavaï. Ici, vous décriez singulièrement une justice dépourvue d'indépendance. Un commentaire? Pour les institutions, il faille mettre sous une coupe réglée. Quand on gère une dictature, la presse et la justice sont les deux premiers et les deux premières institutions. Presse et justice. Parce qu'une justice indépendante ne peut pas servir une dictature. Une presse indépendante ne peut pas servir une dictature. Ces institutions indépendantes vont s'opposer à la dictature. Alors donc, il faut mettre la presse sous coupe réglée en même temps la justice. Si la justice n'est pas aux ordres, comment voulez-vous? Il faudrait que comment au pays demande qu'on arrête un citoyen, on doit l'arrêter. Et s'il veut un jugement, le jugement il a perdu d'avance, ce citoyen. Il faut par la justice créer la terreur au sein de la population pour laisser la voie libre à l'autorité de régner. Voilà. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Alors, nous étions donc au chapitre 7. Après avoir fait le tour d'horizon, oui, c'est 7 chapitres également. C'est 7 chapitres, votre ouvrage. Moi, 14 chapitres, évidemment. 14. Donc, là, les
Donc les têtes de chapitre, ce sont les 7 chapitres que nous avons abordés tout à l'heure dans cette émission, parce qu'on ne peut pas épuiser tous les chapitres. On pourra faire une émission prochainement pour essayer d'explorer d'autres chapitres, bien évidemment. Après avoir fait le tour d'horizon des 7 chapitres qui composent votre ouvrage intitulé Monarchie héréditaire, venons-en à présent au ressenti des Congolais. Je veux parler de la perception des Congolais. Alors, si votre ouvrage comporte un titre accrocheur, il faut dire que les Congolais le perçoivent diversement. Est-ce que vous me suivez, Asie Dominique de Marseille? Vous me suivez? Je suis très bien. Voilà, je disais ceci après avoir fait le tour d'horizon des 7 chapitres qui composent votre ouvrage intitulé Monarchie héréditaire. Venons-en à présent au ressenti des Congolais. Je veux parler de la perception des Congolais. Si votre ouvrage comporte un titre accrocheur, il faut dire que les Congolais le perçoivent diversement. Alors, Asie Dominique de Marseille, votre ouvrage s'intitule Monarchie héréditaire, le père dirige, le fils plutôt préside. En signant un tel titre, êtes-vous rendu compte du choc qu'il pouvait provoquer Asie Dominique de Marseille? Non, mais je ne pense pas qu'il y ait un choc que je veux provoquer. Pourquoi? Parce que dans mon écriture, je ne sais